Depuis le salon Equipoto, place aux échanges, aux idées et aux décideurs de l'aftermarket. Bienvenue dans The Pro Talk, le live qui fait entendre les voix du secteur, en version podcast. Bonjour et bienvenue dans The Pro Talk, une série d'émissions réalisées sur le salon par la rédaction auto du groupe The Pro. Nous sommes sur l'édition 2025 d'Equipoto et je vous propose d'échanger aujourd'hui sur le thème des labels qui se multiplient dans les réseaux et à travers lui sur la problématique de la diversification des ateliers. Et nous allons voir en la matière que les voies sont nombreuses. Outre l'électrification du parc, il y a encore un parc thermique à entretenir, mais un parc toujours plus complexe. Il y a des véhicules hybrides à entretenir également. Il y a des réparateurs qui se font aujourd'hui vendeurs de véhicules, qui se font réparateurs de pare-brise. Autant de diversification, autant de leviers de rentabilité à actionner dans les ateliers. Mais alors, les labels, pour qui ? Pourquoi ? Je suis Jérémy Morvan, rédacteur en chef réseau chez The Pro. Et pour répondre à cette question, j'accueille sur le studio David Leméraire, directeur des réseaux mécaniques VL chez Alliance Automotive Group. Bonjour David. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. J'accueille Romain Petitbon, responsable Motorcraft France. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Et j'accueille également Lionel Aberlé, directeur marketing et communication du groupe Point S. Bonjour Lionel. Bonjour Jérémy. Alors vous êtes trois spécialistes de l'animation des enseignes et je compte sur vous pour nous éclairer sur les enjeux et les perspectives offertes par ces labels. Alors, au risque d'enfoncer une porte ouverte, j'avais une première question. Romain, un label, ça sert à quoi ? Un label, ça sert avant tout à se diversifier pour nos adhérents. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la visibilité sur une prestation qui n'est pas nécessairement visible à la base. Et c'est pour ça que nous, on a développé différents labels dans le réseau Motorcraft pour nos adhérents, depuis quelques années maintenant. D'accord, alors expliquez-nous un petit peu quel label vous avez développé chez Motorcraft. Alors, le label pionnier chez Motorcraft, c'est Motorcraft Glass. D'accord. Vraiment sur la partie glacerie, où on développe toute une section sur la partie communication, sur la partie outillage et formation. Donc ça, c'est notre premier label et c'est celui où on a le plus d'adhérents aujourd'hui dans le réseau Motorcraft. Donc on a 90 adhérents au label Motorcraft Glass aujourd'hui. D'accord, et pour après, un nombre d'adhérents global de 430. 430, Voilà. Ok. Ouais. Et on sait qu'on a encore un fort potentiel puisqu'on a aujourd'hui 200 réparateurs Motorcraft qui nous disent faire du pare-brise, de la réparation et du remplacement. Donc on sait que c'est une prestation qui est déjà délivrée dans le réseau aujourd'hui et qui nécessite d'être encore plus visible demain. Très bien. David, un label, ça sert à quoi ? Un label, globalement, c'est un axe de croissance pour nos réseaux de garage aujourd'hui. Les labels chez nous sont orientés marché ou métier. D'accord. Et parfois mixtes sur deux activités. Et en fait, ce label-là va permettre à un garage qui est déjà compétent, qui est déjà dans son fonctionnement et dans son marché, de pouvoir continuer à élargir les épaules et à attraper de nouvelles activités. L'objectif d'un label pour nous, c'est vraiment de pouvoir packager une solution. Un chef d'entreprise, il est souvent seul dans son garage et il se pose des questions en se disant si je veux aller sur ce marché, comment j'y vais ? Et aujourd'hui, nous, on arrive avec une boîte à outils qui va lui permettre, avec différents niveaux, d'avancer et de gagner du temps dans son métier de chef d'entreprise et aller évoluer sur des marchés qui l'intéressent mais pour lesquels il se pose encore des questions. D'accord, donc on a vu un label, c'est faire savoir un savoir-faire. Ça suppose également une boîte à outils riche pour pouvoir aborder un pan de marché. Lionel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Un label pour Point S, qu'est-ce que ça représente ? Un label, en fait, chez Point S, effectivement, c'est l'ambition ultime qui est réellement de pouvoir adresser tous les mobilistes et pas tous les automobilistes. C'est pour ça qu'on a pu décliner un certain nombre de labels. Alors, on a commencé avec le vitrage, par exemple, qui est directement lié à l'automobile. Mais aujourd'hui, on a aussi un label écomobilité sur les deux roues électriques. On fait de la vente auto, comme vous le rappeliez. Voilà, on veut réellement s'adresser aux mobilistes de l'achat de son véhicule initial, entre guillemets, jusqu'à sa revente et l'accompagner comme ça. Et le label, effectivement, c'est accompagner nos adhérents avec des outils, avec de la formation, des investissements, justement pour répondre à tous ces besoins. D'accord. Alors, on a commencé à aborder la question. Un label, qu'est-ce que ça regroupe ? Quels sont les ingrédients, je dirais, nécessaires pour déployer un label, pour que l'adhérent puisse vraiment s'approprier le concept ? David Leméraire. Alors, pour moi, le label, en fait, se démarre à la base, c'est-à-dire qu'on a l'étude du concept.
qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut adresser un nouveau marché. Et dans cette étude de concept, on part souvent de la base, c'est-à-dire quand il y a du matériel ou de l'équipement, quand il y a de la formation, quand il y a de l'approvisionnement de pièces spécifiques. Après, on va le packager sur un plan marketing, puisque le savoir-faire, c'est surtout le faire savoir pour pouvoir adresser ce marché auprès des clients que l'on a déjà dans nos garages. Et enfin, après, ça va être aussi le pilotage et les ratios qu'on va pouvoir proposer à nos garages, savoir s'ils sont bien positionnés dans leurs ratios, s'ils sont compétents et performants. Et quand ils ont besoin d'augmenter leur performance, on va aller faire des échanges entre garages qui ont déjà lancé ces activités-là pour se donner les bonnes pratiques, faire les échanges de bonnes pratiques et se donner les bons conseils pour pouvoir avancer encore plus vite. D'accord. Donc on connaissait effectivement le pilotage d'un atelier. Le pilotage, il peut aller aussi loin, aussi finement que sur on va dire un pan de marché, sur un Exactement. label donné, sur un métier donné. Aujourd'hui, on a, depuis le mois de juin, relancé un plan de développement personnalisé pour chacun de nos garages. D'accord. Un plan de développement personnalisé qui, aujourd'hui, on est performant sur tout ce qui va être approvisionnement, pièces, marché. On sait que nous sommes dedans sur les réseaux d'alliance automotive. On va être performant sur la partie marketing et savoir-faire. Et on avait besoin de cranter un dernier étage de la fusée qui était faire de la performance au sein de nos réseaux de garages avec des KPIs, des conseils et de l'orientation dans leurs activités. D'accord. Romain Petitbon, quels sont les ingrédients selon toi pour que le label, pour que la mayonnaise prenne, je dirais? Alors déjà, dans un premier temps, je suis tout à fait d'accord avec David. Je pense qu'il faut faire correspondre le label à ce que souhaite notre réseau. Sinon, ça ne sert à rien de lancer un label. Il faut consulter le réseau, aller les voir, lancer quelque chose qui soit en adéquation avec leurs besoins. Et chez nous, c'est assez simple. Nos labels sont fondés sur généralement 3 fondements, mais qui sont quand même des standards et des obligations qui nous semblent juste indispensables. C'est de la communication, de l'outillage et de la formation. D'accord. Et après, on a un package, on va dire, préconisé, qui n'est pas obligatoire pour nos adhérents. Nos standards, nos 3 piliers sont des obligations qu'on a négociées avec notre réseau en disant, bah voilà, on veut lancer un label, on veut qu'il y ait ça à l'intérieur, est-ce que ça vous correspond? On va travailler avec tel et tel partenaire, parce que comme le disait tout à l'heure David, il y a des fournisseurs derrière avec qui on travaille, on sait approvisionner en pièces nos adhérents. Derrière, il faut qu'ils puissent faire savoir qu'il y a cette prestation dans leur garage. Et en effet, la base pour nous, c'est la communication, parce que c'est des choses qui nécessairement en local ils vont pas avoir le rayonnement pour le faire, donc on va les aider au niveau national. D'accord. Les pièces, bien entendu, la formation et l'outillage avec les fournisseurs avec qui on travaille. Donc la formation, ça peut être avec Mobipolis par exemple ou DAF Conseil. Et sur la partie outillage, ça peut être avec des gens comme Kent, Wurz, Berner avec qui on travaille au quotidien pour lancer des offres vraiment packagées pour correspondre aux besoins de nos adhérents. Très bien. Lionel, chez Point S, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a... alors, on va essayer d'évoquer tous les différents labels que vous proposez sur le marché. Celui de l'écomobilité, comme tu disais, s'adresse aux mobilistes et pas aux automobilistes, dans le sens où Point S a pris le parti sur ce label précis de s'adresser vraiment au marché de la mobilité douce. Absolument. En fait, concrètement, l'ambition, je le disais, ultime, c'est d'accompagner le mobiliste, Quel que soit son mode. quel que soit son mode. Moi, je parle souvent du véhicule à 6 roues. C'est la voiture avec la trottinette dans le coffre. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Et c'est vrai que le concept écomobilité chez Point S a un avantage. D'abord, c'est que ça nous fait entrer dans les cœurs de ville, Oui. sachant qu'on est un réseau qui est principalement périurbain, voire semi-rural. Mais c'est vrai que tous les dispositifs qu'on peut mettre en place dans nos réseaux pour accompagner nos adhérents ou nos membres sont nombreux. Et la culture du changement est surtout importante. Nous, on est juste sur une population qui sont des gens qui, généralement, sont issus de la technique automobile. Mhm. Déjà, on les a sortis de l'atelier pour les mettre face aux clients dans une réception. Et sincèrement, pour un certain nombre, c'est compliqué. Et puis là, on est en train d'en faire des vendeurs, des retailers. Et c'est encore un peu plus compliqué. Et c'est vrai que on se rend compte, on a toujours la même stratégie chez Point S, c'est quand on lance un nouveau label, c'est d'en faire profiter prioritairement nos adhérents. Et après, on se permet de faire du développement en dehors de nos adhérents. Et c'est réellement les accompagner. Et c'est vrai que si je prends l'écomobilité par exemple, c'est la première fois qu'on s'est retrouvé à demander à des adhérents, bien en dehors des adhérents qui ont un centre auto, atelier, plus surface de vente, c'est la première fois qu'on leur dit il y a un plan de marchandisage
il y a des produits à mettre en place. Il faut que la boutique elle soit propre, éclairée, animée, etc. etc. Et c'est encore un nouveau métier pour eux, donc c'est vrai que de les accompagner. Et puis pour Point S, c'était une belle école parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a toujours réparé, entretenu les véhicules. Là, on s'est mis à vendre du véhicule, hein, c'est la première fois qu'on n'était pas à l'initiative. Et après, le concept vente auto, il est venu un peu naturellement, Oui. puisqu'on s'est dit, Mais il est venu puisqu'on sait vendre effectivement du deux roues électrique, l'entretenir et le réparer, on peut se lancer sur le véhicule, sachant qu'en plus, Point S, avec 55 ans sur le territoire, on a une certaine légitimité auprès des automobilistes. C'est réellement un gage de réassurance quand un automobiliste achète un véhicule 0 km ou un véhicule d'occasion. Donc voilà, l'enjeu, c'est réellement effectivement de pouvoir emmener le mobiliste dans toute sa vie avec ses différents véhicules, réellement du premier achat jusqu'à la revente. Ok. Combien de points de service et comobilité compte le réseau aujourd'hui? Actuellement, on est à un peu plus de 80, D'accord. qui sont principalement liés à notre réseau de centres auto, ateliers plus surface de vente, parce qu'il y a de la place, il y a du mètre carré disponible, là, pour être tout à fait clair. Mais on a une superbe inauguration pour les habitants de la région Rhône-Alpes. On a ouvert notre premier centre écomobilité dédié en centre-ville à Villeurbanne. D'accord. Et là, on est dans une boutique centre-ville, quoi. C'est quelque chose, dans l'univers Point S, c'est quelque chose de nouveau. On est extrêmement fiers du job qui a été fait par notre adhérent et de la qualité et de l'emplacement et de ce qui est fait. Et c'est un business qui commence. Alors, on est en périphérie lyonnaise et comme vous le savez, le vélo à Lyon, c'est pas une ville de cyclisme, mais en tous les cas, il y a un véritable attrait depuis les dernières municipales sur le vélo dans cette commune. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que là aussi, c'est très drôle. Les principales réparations qu'on fait tant sur un vélo que sur une trottinette, c'est le pneumatique. Ce qui pour Point S coulait juste de source, entre guillemets, de changer ces deux sur Point S, ça fait 55 ans que ça colle dure. pas mal à votre ADN. en effet. Absolument. Très bien. Très bien. Romain, vous avez lancé cette année un concept dédié exclusivement au lavage auto. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de Motorcraft Wash, s'il vous plaît? Avec Parce que grand plaisir. ça coule pas nécessairement de source. Non, tout à fait. La genèse, c'est que en tant que constructeur automobile et en tant que Ford, on est sur une tendance d'électrification du parc et on essaye de dire à nos adhérents que le futur, potentiellement, il y a des prestations dans le futur qu'ils vont devoir mettre en avant obligatoirement et qui vont rester dans leurs ateliers. Certaines de ces prestations, en effet, c'est l'entretien des véhicules électriques, c'est le pare-brise, mais c'est aussi le lavage. Et ça fait des années qu'on travaille sur ce concept pour qu'ils puissent mettre en avant ce genre de prestations qu'ils ne mettaient pas en avant nécessairement jusque-là. En effet. On voyait les clients de nos adhérents partir le week-end laver leur véhicule sur un portique ou directement au Karcher. Là, ce qu'on veut faire, et c'est sur rendez-vous, ce qu'on veut proposer avec nos adhérents, c'est de dire, vous avez un véhicule, le véhicule de votre client pour une vidange, pour une distribution, pour un changement de plaquette, des disques, profitez-en, proposez-lui une prestation de lavage. Donc différents forfaits suivant le lavage qui est proposé et qui est demandé par le client. Et là, l'objectif, c'est de dire, le client, captez-le, vous l'avez, il est déjà là. Donc proposez-lui des prestations pour lesquelles vous n'aviez pas nécessairement de business auparavant. Donc il est temps d'en parler et ça passe toujours par nos 3 piliers très simples, nos standards, c'est de la communication, de l'outillage et de la formation pour qu'ils se mettent bien en tête que demain, eux aussi, ils peuvent faire ce genre de prestations avec leurs clients. C'est sur rendez-vous, encore une fois, on ne les incite pas à faire des choses, je ne vais pas dire en one shot, mais à flux tendu, parce qu'on sait que c'est des gens qui ont déjà beaucoup de travail en atelier, mais il y a une prise de rendez-vous derrière et vous apportez un nouveau service à vos clients et vous mettez en avant cette nouvelle prestation. Voilà. Et ça a été lancé en juin à la convention Motorcraft de 2025. D'accord. Alors, David Lemerer, chez Alliance, il y a quand même pas mal de labels. Quand on a préparé cet échange, moi, j'avais l'image du grand écart. Vous avez à la fois NextDrive, Oui. pour intervenir sur le parc électrifié. Vous avez un concept qui a été lancé il y a 4 ans, 5 ans peut-être même maintenant. Un tout petit peu moins. Tout petit peu moins. Il a 3 ans. À un peu 3 plus de ans. 3 ans. Et vous avez, à l'autre bout du spectre, vous avez Top Classique pour entretenir et réparer les véhicules de collection. On va s'arrêter un petit instant sur NextDrive parce que je crois que vous avez augmenté, vous êtes passé à la vitesse supérieure là et vous commencez à avoir un réseau qui comprend et qui commence à adhérer au concept. Alors, au lancement du concept NextDrive, c'était très précurseur. Ouais.
ont commencé à vendre des véhicules électriques et on a commencé à le déployer dans les réseaux de garage où on sait qu'aujourd'hui, notamment sur ces véhicules électriques, la commercialisation, elle se fait principalement sur du locatif, sur du VN dessus. On a été très précurseurs parce qu'il a fallu montrer à notre réseau aujourd'hui qu'on suivait les tendances du marché et qu'on allait être prêt pour les lancements de ces marchés-là. L'offre a été entièrement refondue sur un événement qui était le Forum Automotive Business qui a eu lieu au mois de novembre. Globalement, au 1er janvier de cette année, on avait 24 sites NextDrive en France. D'accord. À 10h30, quand je suis parti du stand Alliance, on avait 72 NextDrive en France. Ce qui nous a fait passer d'ailleurs premier pays, puisque NextDrive c'est un concept de GPC, notre maison mère. Donc premier pays dans le monde, Premier dans le monde. depuis ce matin, sur le label NextDrive, avec un volume de véhicules qui, roulant en parc électrique, n'est pas forcément le premier volume de véhicules dans le monde. Voilà. Nos amis canadiens ont plus de véhicules que nous roulant sur le territoire en véhicules électriques, et pourtant on vient de leur passer devant, puisque c'était le premier pays de la sphère GPC. Cette croissance, elle est due surtout à un point qui est crucial. Ce n'est pas tellement le fait que le marché commence à vraiment être en place, puisque les premiers véhicules électriques, quand on regarde les Zoé, elles ont 13 ans, 14 ans. Ce sont des marchés qui ne vont plus chez les concessionnaires. Bien sûr. Mais il a fallu pouvoir adresser ce marché-là. Et le premier frein qu'on a eu dans nos réseaux, c'était de dire, effectivement, c'est bien de packager une offre, mais quand le véhicule il arrive chez moi, dans quel sens je le prends ? Par où je commence ? Et en fait, on s'est rendu compte que les formations de base, qui sont souvent des agréments et des habilitations pour être en sécurité pour toucher un véhicule, ne donnent pas la compétence aux techniciens de dire où est-ce que je me branche, qu'est-ce que je vérifie. Et là, sur le salon aujourd'hui, vous avez des partenaires qui justement proposent de plus en plus de formations à la maintenance de véhicules électriques et déjà des formations de base à la compréhension. Comment fonctionne un véhicule électrique ? Comment fonctionne une batterie, comment fonctionne un onduleur et comment fonctionne un moteur. Et quand on a levé ce frein auprès d'un technicien ou d'un chef d'entreprise, il se rend compte que finalement, le fonctionnement il est plus simple qu'un moteur thermique. Et une fois qu'on adresse le marché, parce que clairement, nous, on est parti sur de la digitalisation. Aujourd'hui, quand vous avez un véhicule électrique, vous êtes forcément quelqu'un de connecté puisque vous avez une application pour savoir s'il y a une borne de recharge, si elle est disponible et quel va être le coût du kilowattheure. Ce sont 3 éléments qui sont importants. Et en fait, on s'est rendu compte que compléter cette offre NextDrive avec, en plus de ça, la commercialisation de bornes de recharge pour nos garages, qui était pour nous un sine qua non. Quand on rentre un véhicule dans un atelier, on doit être capable de le brancher pour le tester. Mais la demande aujourd'hui qui est croissante, c'est de pouvoir dire aussi, j'ai une borne extérieure pour pouvoir me faire connaître des utilisateurs de véhicules électriques dans ma zone de chalandise. Et forcément, ces gens-là, s'ils viennent se charger chez moi, ils sauront me solliciter au moment de faire un entretien sur le véhicule. D'accord. Très bien. Lionel@berlay.s, vous avez un concept écomobilité, mais vous n'avez pas de concept électrique, je dirais, pour les véhicules, pour les 4 roues. Pas proprement parler, ce qui ne veut pas dire qu'on n'adresse pas les véhicules électriques Oui, dans bien les sûr, ateliers bien de sûr. presse, bien évidemment. Et, mais effectivement, comme le disait David, on accompagne nos adhérents en termes de formation et c'est vrai qu'il faut vraiment faire la différence entre Oui. habilitation, certification Être habilité ne et signifie pas compétences. savoir Ce intervenir, sont réellement ouais. de mondes différents. Donc c'est vrai qu'on accompagne nos adhérents dans cette direction. Malgré tout, on a affaire à des chefs d'entreprise. Et je ne sais pas si c'est le cas chez mes confrères, mais on sent bien qu'entre se dire tiens, je vais réinvestir sur une machine à géométrie et je vais me lancer dans l'électrique, ils se disent je vois des pneus tous les jours, je vois des amortisseurs tous les jours. C'est rassurant. Ouais, je vais peut-être réinvestir là parce que je suis sûr que ça va générer du business immédiatement. D'accord. C'est un peu le point d'achoppement entre guillemets sur le véhicule électrique. Alors en général, tous les compagnons des ateliers sont pas formés à l'électrique. Ça, c'est une réalité. Il y en a un ou deux en fonction de la dimension de l'atelier. Mais bien évidemment, on intervient sur ce type de véhicule. D'accord. Pas de volonté, en tout cas à date, d'avoir un peu comme vos concepts écomobilité ou comme centre auto. Il n'y a pas de... Non, on considère, enfin, après c'est une position, hein, mais on considère qu'une voiture électrique, c'est avant tout une voiture. Voilà, Pour être très clair. point barre. Donc, on ne se pose pas plus de questions que ça, bien qu'effectivement, on sait qu'en termes de matériel, d'équipement, de sécurité, on s'adresse à une catégorie de véhicules particuliers. Donc il faut adapter effectivement nos ateliers, mais on n'ira pas vers un concept dédié, en tous les cas dans les années qui viennent. D'accord, très bien. En préparant cette table ronde, David, tu m'expliquais qu'il y avait quand même une courroie de distribution essentielle dans la réussite d'un label, dans son déploiement. C'est le maillon des distributeurs. C'est bien beau d'avoir un concept de label,
mais il faut quand même savoir effectivement sur le terrain accompagner son déploiement. Alors exactement, et c'est vrai qu'on est en train de revitaliser un petit peu ce fonctionnement-là, puisque l'animation du distributeur jusqu'à présent, quand on était sur une partie label, était uniquement de dire voilà la pièce qui va être consommée auprès des personnes qui utilisent ce label-là. Sauf que le premier nerf de la guerre, ça va être d'être dans la conviction de notre distributeur, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on travaille avec de très beaux distributeurs qui ont des puissances de frappe qui sont extraordinaires, et dès qu'on en a un qui est convaincu, on a un maillage de réseau label qui se développe de manière extraordinaire. Et on s'est vraiment rendu compte qu'on devait aller sur toute la chaîne, en commençant par celui qui est derrière le volant, en ayant notre réparateur avec nous dans ces projets-là, mais surtout le distributeur, c'est le fédérateur de tout ce projet-là. C'est celui qui est le maillon entre nous, tête de réseau, et l'utilisateur final finalement. Donc en les ayant rapportés avec nous, en les ayant formés sur ces labels-là, en leur ayant montré aussi ce que ça va rapporter à un garage aujourd'hui, puisque tous les distributeurs veulent des garages qui sont forts, qui sont rentables, qui fonctionnent bien et qui font de la croissance. Et quand on leur a vendu ce concept aux distributeurs, ils sont à même d'en parler et d'arriver sur ces sujets-là avec leurs réparateurs qui du coup nous rejoignent très facilement dans ces labels-là. C'est pour ça qu'on a eu vraiment des croissances sur 2 de nos labels sur le début d'année qui ont été extrêmement fortes. D'accord. Romain, tu confirmes, Tout à fait. il faut des concessionnaires, pour le coup, des concessionnaires convaincus. Tout à fait, Pour des que distributeurs convaincus, formés, incentivés aussi, parce que ça marche aussi comme ça, hein. On est tous des commerçants, donc nos distributeurs, on a besoin de leur montrer, en effet, de leur présenter le label, mais leur donner envie aussi de le déployer derrière. Il y a un business case qui existe, on sait que par exemple le pare-brise c'est 5% des entrées ateliers aujourd'hui, que les marges sont assez conséquentes. Pour autant, il faut quand même leur donner envie et leur mettre à disposition des outils qui vont leur permettre d'aller encore plus loin. Et je pense que le côté incentive n'est pas négligeable. Nous, on a des distributeurs, alors je pense par exemple à un distributeur qui est dans l'ouest de la France, qui est le groupe DMD, qui est vraiment précurseur en la matière et qui développe très très bien le label, notamment Glace, parce qu'il y a cru dès le départ, parce qu'on l'a accompagné, on a formé ses équipes. Et aujourd'hui, il a pratiquement un tiers du réseau Motorcraft Glace sur sa zone. Donc, c'est des gens qu'on a réussi à embarquer et ça fait office de locomotive pour les autres. Locomotive est un bel ambassadeur. Tout à fait. Alors justement, je vous ai demandé de travailler un petit peu en amont de cette table ronde et je vous ai demandé essayer de m'identifier des adhérents qui ont opté pour un label et qui ont véritablement réussi dans cette stratégie de diversification. Lionel, est-ce que tu aurais un exemple réussi? Alors, j'ai un bel exemple l'histoire est jolie puisque c'est un ancien collaborateur du siège.s qui a décidé de passer chez les adhérents. C'est toujours des belles histoires pour les enseignes. C'est Hervé Siliti qui est adhérent à Saint-Étienne dans le quartier Bergson et qui a ouvert au démarrage un centre auto.s, toujours pareil, atelier surface de vente, qui est un ancien de l'automobile, hein. On a le même âge donc on peut dire que c'est un ancien, et qui a lancé l'éco-mobilité et qui a été un des précurseurs et réellement qui a fait un job juste incroyable parce que quand on arrive dans son point de vente, on comprend bien qu'il y a la mixité des mobilités. Il n'y a pas un métier qui est mis en avant par rapport à l'autre. C'est fait de façon très très équilibrée, qui dès le début s'est dit je crois en ce concept et j'investis, donc qui a immédiatement embauché un technicien qui fait aussi de la vente bien évidemment de 2 roues et qui aujourd'hui a un flux régulier de clients pour faire entretenir, réparer trottinettes électriques et vélos. Le core business pour l'instant ça reste la vente, puisque bien évidemment il faut que le véhicule s'use pour qu'il soit réparé, entretenu. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait, il commence à récupérer de la clientèle qui n'a pas acheté son 2 roues électrique dans le centre point SDRV. Il a cette clientèle qui arrive parce que le bouche-à-oreille fonctionne. Il y a un truc qui est assez délirant en France, c'est que acheter un vélo électrique ou une trottinette électrique, et puis je vous défie de trouver où vous allez le faire entretenir ou réparer. Oui. C'est très facile d'acheter, c'est super compliqué de faire entretenir. Après, il y a un impact. Nous, on est en termes RSE, ça nous paraît aussi important parce qu'on se rend compte que les trottinettes électriques, c'est une valeur de 200 à 300 euros pour avoir. Après, il y en a des plus chers, bien évidemment, mais une trottinette de qualité, on va dire, c'est 200-300. Les gens tombent en panne, les gens ont des pneus usés, la trottinette n'est plus en état de fonctionnement, on est sur du jetable. C'est-à-dire qu'on a des trottinettes électriques qui se baladent un peu partout dans la nature. Alors, quand c'est dans le grenier ou la cave, c'est pas très grave, mais il y en a qui se promènent au fond de nos fleuves. Parce que les gens ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas les faire réparer et du coup, on en achète une autre. On est sur un produit jetable
juste avec une batterie. Voilà. Donc on se dit qu'en termes de démarche RSE, il y a un vrai message à porter. Nous, on communique sur le digital autour de cette activité pour toucher le plus grand nombre. Parce qu'on pourrait imaginer, même sur le vélo, moi sur la trottinette, ça me fait rire. On pourrait imaginer que ce sont les plus jeunes qui vont sur les trottinettes. Ben non, parce que en fait, les propriétaires de trottinettes, il n'y en a que 25% qui a moins de 25 ans. Voilà, donc moi j'avais la vision en disant non, c'est des jeunes en pleine forme physiquement qui se permettent de monter sur ce terrible engin. Pas du tout, Okay. mais véritablement. Donc voilà, il y a un vrai job et puis ces mobilistes particuliers, il faut leur dire oui, on peut aussi entretenir et réparer, on peut faire durer un euro électrique et il faut le faire. Et les endpoints, réellement notre ambition, c'est d'arriver là aussi à ce que dans l'esprit du consommateur, ils disent tout comme je vais emmener ma voiture, je vais emmener mon euro. Absolument. Romain, est-ce que tu as de ton côté trouvé justement, j'utilisais le terme d'ambassadeur, mais je pense que c'est ça, hein, un pro qui réussit à s'approprier vraiment le label et qui réussit, c'est un ambassadeur pour les autres adhérents du réseau. C'est un tout nouvel ambassadeur dans le réseau Motorcraft et Motorcraft Glass qui s'appelle Carrosserie d'Amry. On a fait un post LinkedIn il n'y a pas très longtemps concernant ce client-là. Il est dans le sud-est de la France et il est carrossier avant d'être mécanicien et avant de proposer des réparations, du remplacement de pare-brise. Donc c'est plus un hommage pour lui dire merci de votre confiance parce que vous voulez vous diversifier via de la mécanique et vous le faites avec Motorcraft et avec Motorcraft Glass et avec un distributeur qui est le groupe Morin. Donc c'est plus un hommage que je voulais leur rendre aujourd'hui et les remercier parce que c'est vraiment plaisant d'intégrer des gens comme ça. Ils nous ont fait confiance, ils ont une magnifique façade Motorcraft. Donc je leur souhaite plein de succès avec nous et je sais que sur la partie glacerie on aura de beaux succès à avoir avec eux parce que généralement un carrossier il sait faire du pare-brise, il sait recalibrer un ADAS, il sait... Qu'un carrossier choisisse un label glace, ça veut dire que le concept visiblement est solide. Tout à fait, et que le distributeur a bien fait son travail. Donc merci aussi au distributeur parce que c'est pas toujours facile au quotidien de déployer un réseau. David Leméraire, Alliance, est-ce que vous avez aussi un exemple à nous donner de diversification, de labellisation réussie? Alors, justement, pour faire le grand écart, on va aller parler de Top Garage Classique. Ah, Top Classique. Voilà. On a un adhérent dans le sud-ouest qui s'appelle Alliance Auto-Industrie, Vincent Olives, qui est vraiment passionné d'automobile comme beaucoup de nos adhérents, passionné d'automobile ancienne comme aussi beaucoup de nos adhérents. C'est quelqu'un qui développe, on a aujourd'hui environ 250 Top Garage Classiques en France, c'est quelqu'un qui en a quasiment une cinquantaine sur sa zone de chalandise. C'est quelqu'un qui, sur un événement très récent, il y a une quinzaine de jours, les Classic Days de Nogaro, nous a ramené plus de 300 clients passionnés pour venir échanger sur notre stand sur cette passion-là. Et c'est quelqu'un qui a cette culture de la sélection, de dire aujourd'hui, je dois être convaincu du label. Du moment où il est convaincu du label, il va demander à ses équipes d'aller chercher des gens qui sont dans l'état d'esprit d'un label Top Garage Classique aujourd'hui, qui sont dans la compétence d'un label Top Garage aujourd'hui. Et on en vient à avoir une notoriété sur sa zone du sud-ouest, alors principalement son maillage toulousain, avec beaucoup de demandes qui remontent jusqu'à nos sites internet nationaux. Mais lui, il va filtrer les demandes, c'est un rendez-vous systématique, c'est les compétences, c'est le matériel, c'est les réalisations que tu as déjà fait. Et après, je vais t'ouvrir l'accès à mon label. Et ça nous donne en fait une très très belle notoriété et des clients qui sont passionnés et passionnants. On a pu rencontrer encore il y a 15 jours sur cet événement-là. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, on a vu que les niches étaient nombreuses et les leviers de croissance, les relais de croissance pour les ateliers étaient tout aussi nombreux. Un grand merci à vous trois. Merci Romain, merci Lionel, merci David merci pour cet échange. C'est la fin de ce The Pro Talk dédié au label et on vous donne rendez-vous cet après-midi pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. C'était The Pro Talk, le nouveau format live de The Pro en direct du salon Equipe Auto, en version podcast.